Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène en Italie, enfin presque. Je vous emmène à Bournezeau à la découverte du château de la Corbe-d'Omer. Construit en 1898, vous allez le voir, ce château aux accents italiens est improbable dans le département. Et en plus de ça, il abrite un parc magnifique, un parc romantique de 25 hectares où l'on cultive entre autres des oliviers. C'est parti pour la visite. Bonjour Alain. Bonjour Grégoire, bienvenue. Merci beaucoup de nous recevoir ici. L'endroit est magnifique. Alors vous êtes le gérant du domaine de la Corbe qui depuis 1989 fait office de lieu de réception pour des mariages, des séminaires ainsi que des chambres d'hôtes. Alors, comment est née l'histoire de ce château avec cette architecture, c'est vrai, si particulière pour la Vendée? L'architecture est complètement pas du tout vendéenne, que ce soit l'architecture ou la couleur d'ailleurs, ou même le matériau de construction, puisque ce château est d'inspiration toscane italienne. Pourquoi toscane italienne? Tout simplement parce qu'à l'époque, donc fin du 19e siècle, le propriétaire avait un majordome italien avec qui il s'entendait bien et qui lui a dit avec son accent, si vous voulez, je vous dessine un château de chez moi. Et voilà pourquoi nous avons un château italien à Bournezeau. Donc l'inspiration italienne, vous la retrouvez dans les éléments décoratifs, voilà, les loggias, les porte-à-faux, les colonnes, les petits lions qui veillent sur le domaine. Et on peut très bien imaginer, moi je vois la conversation comme ça entre le propriétaire et le majordome, qui n'était pas un architecte et qui lui dit si vous voulez, chez nous on met des loggias, d'accord, mettez-moi 2 loggias. Et puis chez nous on met des colonnes, mais vous pouvez voir déjà que les colonnes du rez-de-chaussée ne sont pas les mêmes que les colonnes de l'étage. Le château est plus haut à droite qu'à gauche. Enfin voilà, c'est ce côté un petit peu original et entre guillemets biscornu qui fait la beauté et l'originalité du lieu. Mais vous allez voir, parce que derrière le château, il y a en fait l'origine du domaine, puisque le château date de la fin du 19e et le domaine, lui, date de la naissance de Louis XIV. Voilà, donc le côté le plus ancien du domaine, c'est cette chapelle qui est toujours consacrée et qui date, elle, de 1643. Voilà, on devine sur la clé de voûte de la porte la date de construction. Donc elle, complètement différente de style, c'était la chapelle du domaine, ce n'était pas la chapelle du village de Bournezeau. Alain, en 1643, à la place de ce château, construit bien plus tard, il y avait autrefois un manoir. Voilà, il y avait un gros manoir, une grosse maison, c'est qui malheureusement a disparu, puisque nous sommes en Vendée, en zone de Vendée militaire, et on peut très bien imaginer que le manoir ait été détruit pendant les guerres. On continue la visite, peut-être un peu plus loin, avec une architecture, elle, luçonnaise, c'est l'ancienne ferme. C'est cela. Voici, donc nous avons quitté le château et la chapelle qui sont du domaine privé et nous arrivons dans la partie publique puisque le domaine de la Corbe, depuis une dizaine d'années, est ouvert au public pour des séminaires, des chambres d'hôtes, des réceptions familiales comme des mariages ou des anniversaires. Et je vous parlais de l'architecture luçonnaise, donc là voilà, vous avez l'exemple, c'est-à-dire un toit avec des tuiles arrondies, les fenêtres en demi-cintre, un mélange de briques et de pierres, que l'on retrouve donc dans la région, sur ce bâtiment, sur la maison du gardien, sur la maison du jardinier, l'ancienne maison du jardinier. Sur une construction qui a le même âge que le château, 1898 ? Voilà, exactement. Nous sommes donc dans l'autre partie du domaine, qui maintenant est consacrée à des hébergements touristiques et qui, à l'époque de la construction du château, était donc la ferme du château. Et quand le propriétaire, en 1989, a racheté le château, il y avait énormément de travaux à faire, puisque je crois que la ferme était inoccupée depuis quelque temps. C'est cela. Et il a fallu vraiment beaucoup bosser. Il a beaucoup bossé, il a beaucoup investi, et c'était effectivement, comme vous le dites, c'était une ferme qui n'était plus exploitée. Donc on peut imaginer que dans les bâtiments, il y avait encore de la paille par terre, du crottin, des outils qui traînaient, du matériel agricole. Le pressoir à vin était dans l'appartement, donc il a été déménagé depuis, mais il n'était plus utilisé. Le poulailler, il y avait encore la paille avec presque les œufs qui étaient encore là. Enfin voilà, c'était vraiment dans un état pas terrible. La chapelle que je vous ai montrée, il y avait un trou dans le plafond, il pleuvait à l'intérieur, il y avait des arbres qui commençaient à pousser à l'intérieur des bâtiments. Enfin, c'était vraiment dans un état presque d'abandon.
Le château aussi était dans un triste état. Et grâce à beaucoup d'huile de coude et beaucoup d'argent aussi, le lieu a repris vie et maintenant a une activité qui fait plaisir à voir. Alors ce qui est bien, c'est que vous maintenez à la fois un côté très authentique au domaine, et puis pour l'agrément, pour l'accueil des visiteurs, on a derrière nous, un peu plus loin dans le parc, une magnifique piscine, vraiment des lieux de confort avec le tennis. En termes de bâti autour de cette architecture dite luçonnaise, on a aussi votre maison, puisque vous, comme gérant, vous vivez sur place et vous occupez la maison du gardien. Du gardien. Je vais vous la montrer. Oui, avec plaisir. On y va. Voilà, donc la maison du gardien que j'occupe actuellement, qui date de la même construction, la même année de construction que la ferme. On retrouve, comme tout à l'heure, l'architecture luçonnaise avec ses demi-tuiles, avec ce mélange de briques et de pierres. Ils sont vraiment typiques de la région, avec les deux petits clochetons là-haut qui servent je ne sais pas à quoi, mais au moins en élément de décoration. Vous êtes bien ici, hein? Ah oui, c'est pas mal. Il y a pire comme cadre de vie et comme cadre professionnel, il y a pire, ça je vous le conçois. D'ailleurs, ce cadre de vie ici, on va en parler dans un instant avec Vincent, le jardinier. Nous voici de retour dans le parc du château de la Corbe-de-Mer qui abrite des arbres centenaires tels que des séquoias, des cèdres, des chênes. Le parc fait 25 hectares, il est magnifique et nous retrouvons son jardinier. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes le jardinier principal, le seul jardinier, mais à plein temps ici au domaine de la Corbe. Oui, tout à fait. Alors là, je vois que vous êtes en train de tailler, mais plutôt les branches sèches de l'olivier. Branches sèches à cette période, c'est important de les nettoyer, effectivement, pour que, en fait, on voit tout le feuillage, quoi. Et en plus, on est en pleine pollinisation, donc c'est important d'y prendre soin. Alors là, nous sommes début juin. Alors c'est étonnant de voir tous ces oliviers. Les oliviers, c'est vrai que les gens en ont dans leur jardin, mais là, vous en avez plusieurs dizaines. Ils ont à peu près une cinquantaine d'années. Ils sont beaux, ils sont harmonieux. On sent qu'ils vont donner des olives parce que vous les soignez bien. Alors, comment on s'y prend pour avoir de si beaux oliviers en Vendée ? Oui, alors il n'y a pas de secret, en fait, c'est une bonne taille au mois de février-mars. Donc, février-mars pour la taille. Voilà, février-mars pour la taille. Si on veut avoir un peu de production. Voilà, sur un tiers, 2 tiers. Après, ce qui est important aussi, c'est de bien nettoyer l'intérieur de l'olivier. Et en fait, avoir un puits de lumière aussi par-dessus. Donc on taille plus par-dessus et on garde un peu la largeur. En fait, on dit que sur un olivier, un oiseau doit pouvoir voler à l'intérieur. L'année dernière, on a fait une petite récolte 29 kilos qui nous a permis de faire notre récolte pour nous-mêmes, pour le domaine, quoi. Donc c'est vrai que c'est sympathique, quoi, d'avoir le fruit s'en être occupé toute l'année. Les fruits de ces cultures. Hein. Voilà. Et figurez-vous, parce que non seulement avoir des oliviers en Vendée, avoir des olives, ça arrive, mais figurez-vous qu'ici, au domaine de la Corbe, eh bien, on fait de l'huile d'olive. Oui, c'est vrai. On va même aller la déguster ensemble, avec Alain, hein, avant de se dire au revoir. Je pense que ça peut être sympa. Hein, on fait ça? On va retrouver Alain? D'accord, pas de souci. Allons-y. Alors Alain, avec cette belle production d'olives, vous vous êtes dit, tiens, pourquoi pas
faire soi-même avec cette production une huile d'olive, Voilà. mais faite maison. Et pour ça il faut aller à l'île de Ré. Il faut aller à l'île de Ré. Vous avez un artisan qui se trouve à Saint-Martin-en-Ré, juste à côté de la cathédrale, et qui vous propose, vous lui apportez vos olives, il vous les presse, il vous les filtre, il vous les met en bouteille avec un joli petit bouchon, une étiquette personnalisée, et vous repartez avec l'année dernière 29 kg d'olives, soit à peu près 4 litres, 4 litres et demi d'huile. Donc on va goûter la production d'huile de Vendée, vous allez voir. En gros, il faut combien de kilos d'olives pour faire 1 litre? 5-6? À peu près, oui. D'accord. Vincent? Merci. Voilà, très bonne dans les salades, et puis... L'huile d'olive vendéenne, c'est quand même pas si commun. Merci de nous la faire déguster. Merci d'être venu à la Santé TV Vendée. Merci Alain, Vincent. merci Vincent rien. pour cette belle découverte. J'espère que cette émission vous aura plu. Et quant à nous, on se dit naturellement à bientôt pour un nouveau numéro de Chemin de Traverse. À la vôtre. À la vôtre. L'huile vendéenne, elle est très bonne. Elle est bonne, C'est parfait. Elle est parfaite. Elle est bonne. Bravo.